Vous êtes auteur donc, de Mariupol à Zaporizhia, itinéraire d'un Français de Wagner pour le média Blast. Absolument. On a donné la parole à ces Français qui venaient combattre pour la Légion internationale. On a fait des reportages, ils sont venus, on les connaît, il y en a qui ont été blessés, etc. Vous, ce qui est hyper intéressant, c'est que vous vous intéressez à des Français, à un Français en particulier, qui va combattre contre les Ukrainiens et qui va combattre avec Wagner. Son nom est Sergueï Munier. Qui est-il ? Sergueï Munier, c'est un franco-ukrainien qui est arrivé en France très jeune, quand il était enfant. Et moi, j'ai commencé à m'intéresser à lui pour une raison qui est très simple, c'est qu'il avait déjà fait parler de lui par le passé. Parce qu'il était déjà parti dans le Donbass en 2014, et il est parti plusieurs fois dans le Donbass. Et en fait, je me suis renseigné un petit peu sur ce qu'il devenait, tout simplement. Et je me suis vite rendu compte qu'il était parti rejoindre une nouvelle fois le combat en Ukraine, mais cette fois non pas avec les séparatistes, mais avec la firme de mercenaires Wagner. Qu'est-ce qu'il fait exactement, d'après ce qu'on sait? C'est assez facile à savoir parce qu'il s'en vante, il poste tout quasiment en direct sur ses réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui à Wagner? C'est une question qui n'a pas une réponse exacte. Lui, il continue de nier qu'il est membre de la firme de mercenaires Wagner. Il y a eu d'ailleurs... lui ne reconnaît pas ça, cette appartenance. Lui ne reconnaît absolument pas cette appartenance. Mais vous en avez la preuve, absolument. Normalement, je suis quelqu'un d'assez précautionneux quand même au moment de faire de l'attribution. Là, pour le coup, j'avais tellement d'éléments que je me suis dit, on peut enlever le conditionnel, ce qui est quand même pas tous les jours qu'on arrive à le faire. Mais c'est assez facile, en regardant votre passionnant reportage, de voir qu'en fait, sur ces vidéos, à plein de moments, tout simplement, il y a le logo de Wagner, les blasons, il y a plein d'indices visuels qu'il poste lui-même. Donc il ne dit pas « je suis de Wagner », mais si on le regarde, il est de Wagner. Mais il y a même quelque chose qui est encore plus marquant pour moi, c'est du moment qu'on avait sorti cet article dans le Média Blast, on a eu toute une campagne du coup on va dire pas de propagande pour expliquer que cet article était un très très mauvais article, etc. Et c'est venu évidemment de plein de propagandistes pro-russes. Et ce qui est très amusant, c'est que dans le lot de ces propagandistes pro-russes, on a des gens qui, eux, sont formellement identifiés et affiliés à la firme de mercenaires Wagner. Donc c'est les gens de Wagner qui vous Pourquoi expliquent que ils ont intérêt à démentir ça? Parce que savoir qu'un Français est dans leur rang, c'est plutôt intéressant. Oui, parce que lui-même l'a confirmé. Lui-même a repris votre enquête avec une petite blague, mais il a lui-même, sur ses réseaux sociaux, a partagé votre enquête. Pourquoi est-ce que ça ne plaît pas, la propagande pro-russe? Non, il est toujours très ambigu. Alors après, là, peut-être ce qui est un petit peu gênant, c'est qu'effectivement, il prenait des photos avec des gens avec qui, pour moi, il n'est pas censé devoir prendre de photos. Dont un certain Casper. C'est compromettant. Donc Casper. Qui est Casper? Casper, c'était, en tout cas, il a été reconnu par plusieurs personnes comme étant l'homme qui est derrière le canal de propagande Telegram. C'est lui là. De Wagner. On l'a vu. On le voit là. Ouais, l'image. Qui s'appelle, et ce canal de propagande s'appelle Riverside of the Medal, et qui est un des principaux canaux de propagande de Wagner. Et c'est plutôt, moi, ça a attiré mon attention de voir que quelqu'un qui est un Français, qui n'est pas censé avoir une position non plus très importante au sein de Wagner, arrivait à se retrouver à l'arrière d'un camion avec une personnalité comme celle-ci, qui est quelqu'un qu'on n'arrive toujours pas à identifier aujourd'hui d'ailleurs, et qui prend quand même des photos avec lui pour les publier tranquillement sur Facebook en public. Il a un style très particulier justement, il y a énormément de remarques ironiques. Oui. Il dit ce nouveau jeu vidéo est pas mal, les graphismes sont très réalistes, alors qu'il se filme comme les jeux vidéo, ce qu'on appelle en bon français les FPS, les first player shooters, c'est-à-dire concrètement la caméra est au-dessus, un très mauvais français. Donc il se filme, il dit également vous ne savez pas comment passer vos vacances, stage tireur de précision. Il y a quand même un humour très particulier, ce Sergueï Munier. C'est du cynisme, c'est un troll, attention. On est... Un troll, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est? Comment on peut expliquer facilement ce qu'est un troll? Sur la culture internet, un troll, c'est quelqu'un qui va avoir des paroles extrêmement provocatrices, être beaucoup dans la provoque, typiquement. Voilà. Attaquer des gens un peu en masse, c'est ça? Oui, non, mais après, il y a des vidéos qui sont beaucoup plus perturbantes, en l'occurrence. C'est quand il marchait typiquement à Mariupol, on a réussi à l'identifier comme étant formellement à Mariupol. Alors juste, allez-y Claire, pardon. C'est un fanfaron ou c'est un vrai combattant? Non, c'est un vrai combattant. C'est ça qui est étonnant. C'est un vrai combattant fanfaron. C'est un Ukrainien. Ouais. Et pourquoi il ne reconnaît pas son appartenance à Wagner? À la limite, ça pourrait être un titre de gloire. Il faut lui poser la question. Il n'a pas peur d'être tribunal. Il n'a pas peur d'être tribunal. Non, mais Nicolas nous a en partie répondu tout à l'heure qu'il y avait des images compromettantes, peut-être pour d'autres de Wagner qui ne voudraient pas être. Après, il s'en cache très peu. Il a publié d'autres vidéos depuis, toujours pareil, sur ses réseaux sociaux, où on le voit
se filmer à la première personne avec d'autres gens qui arborent tous un patch Riverside of the Medal, typiquement. Qui est de la signature. C'est quand même signé au bout d'un moment. Et vous êtes arrivé à rentrer en contact avec lui, à lui proposer vraiment une interview? Bien sûr. La seule chose qu'il m'a dit, c'est qu'il voulait être payé pour donner une interview. Je lui ai dit que ça allait pas être possible, concrètement. Après, fondamentalement, toutes les questions que je lui posais, il y répondait absolument pas. La seule chose à laquelle il a répondu, c'était pour démentir le fait que l'homme qu'on a vu derrière le camion était l'homme de Riverside of the Medal. Avant de voir 3 extraits de votre enquête, j'aimerais qu'on revienne à ma première question sur qu'est-ce qu'il fait exactement. On a quand même quelques lieux. On sait qu'il est allé donc à Mariupol, vous venez de le dire, à Donetsk, à Zaporizhzhia, près de la centrale, à Avdiivka, et donc à Mariupol. Il n'est pas allé a priori à Bakhmout. Non. Qu'est-ce qu'on sait vraiment de ce qu'il a fait lui? Est-ce qu'il a tué des gens? Qu'est-ce qu'on sait vraiment de ses actes militaires? Fondamentalement, on peut déjà voir qu'il y a une participation active au combat. Déjà, ça c'est la première des choses qu'on peut affirmer, c'est que l'homme effectivement participe activement au combat sur le terrain ukrainien. Moi, je me pose la question effectivement d'une implication sur le service de propagande de Wagner, justement. Après, n'est absolument aucune preuve formelle de ça. Maintenant, ce qu'on peut dire aussi, c'est que il publie des contenus qui sont extrêmement dérangeants. Il y a une fois où il a publié un contenu typiquement vêtu d'un uniforme ukrainien en qualifiant la prise de guerre du jour, concrètement. En clair, il avait pris sur un cadavre d'un soldat ukrainien qui venait probablement tuer ou lui les Wagner. En tout cas, c'est ce qu'il sous-entend. Est-ce que ça vous dit quelque chose de ses motivations? Est-ce que quand vous lui avez posé la question pourquoi vous êtes de ce côté-là du combat? Les motivations, elles peuvent être multiples, plurielles, tout ce qu'on veut. Je pense qu'il y a beaucoup d'idéologie. Je pense qu'il y a énormément d'idéologie derrière. Oui, parce qu'il était dès 2014. Bien sûr. Et ça a motivé, pour moi, ça a motivé certainement en grande partie son retour. Je ne pense pas que ce soit tant que ça. Il pourrait y avoir une question d'argent aussi derrière. Après, il faut rentrer dans ses comptes personnels. Je ne vous cache pas que ça, je ne peux pas le faire. Maintenant, on peut rester sur les suppositions et simplement dire, pour moi, à mon sens, en tout cas, il y a énormément d'idéologie derrière ça. On va voir trois courts extraits. D'abord, cette photo à Donetsk en janvier dernier, avec comme légende une autre rencontre de criminels de guerre, agresseurs et occupants. Nous tenons à remercier les médias français pour la publicité qu'ils nous font. Et il avait ajouté qu'on vous a pas mis là un petit emoji. Pourquoi il fait tout ça, d'après vous? Est-ce que c'est un sentiment d'impunité ou de l'inconscience? Pourquoi je vous pose la question de l'inconscience? Parce que ces publications, elles peuvent servir à documenter des crimes de guerre. Mais ces publications servent à documenter des crimes de guerre. De toute façon, ça c'est une certitude. On sait qu'il y a des services français qui sont très intéressés par le cas de Sergueï Munier, de même manière qu'ils sont intéressés par d'autres Français partis sur place. D'ailleurs, aussi bien côté russe que côté ukrainien, d'ailleurs. Ils ne font pas de distinction là-dessus. Maintenant, pour ces motivations en elles-mêmes, encore une fois, moi je pense que c'est beaucoup d'idéologie. Est-ce qu'on peut imaginer que d'autres Français seraient amenés à suivre, comme un exemple, à vouloir partir et suivre cet itinéraire? Il y a d'autres Français qui sont partis pour suivre cet itinéraire. Il y en a qui sont partis en 2014, qui ne sont jamais revenus et qui y sont encore. Combien? C'est une bonne question. C'est pas nombreux. Une dizaine? Quelques dizaines ou une dizaine? Je pense qu'on est entre 10 et 20. Mais déjà dans les rangs de Wagner? Entre 10 et 20 Français. En tout cas, de ce que j'ai identifié, de ce que j'ai pu voir, pour ma part, en tout cas, pas forcément du côté de Wagner. Voilà, c'est côté ça. Pro-russe, côté indépendant. Oui, côté pro-russe. Là, c'est vrai, ce qui est très intéressant, le travail que vous avez fait, c'est qu'il est au cœur de Wagner. Ça nous dit des choses aussi, j'imagine, ça vous a appris des choses. Mais ça raconte aussi ce que fait Wagner depuis un an en Ukraine. C'est ça qui est intéressant. On voit aussi cette image où il dit pourquoi jouer à GTA, donc le célèbre jeu vidéo quand tu peux rouler en ville avec une voiture volée. On voit l'image. Et surtout ce live, mesdames, autour de ce plateau, vous serez ravis d'apprendre que les membres de Wagner vous ont souhaité une bonne journée au moment de la journée du 8 mars. Nos bien-aimés, notre très chère femme, je vous souhaite aujourd'hui une très bonne fête. Merci pour votre amour, merci pour votre aide, merci pour votre soutien. Nous serons toujours là pour vous, toujours là pour vous protéger. Et nous construirons ce monde ensemble. Qu'est-ce qui est de l'ordre du troll, comme vous dites, de la provocation pure, ou d'un côté très premier degré? Non, je pense qu'on est dans le troll et dans la provocation pure. Après, fondamentalement, moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui s'amuse beaucoup aussi là-bas, à faire ce genre de documents. Je pense que ça l'amuse énormément dans une certaine mesure. Et par ailleurs, les mères dans la culture russe, c'est très important.
Donc, oui, alors je ne suis pas sûr qu'il faille aller chercher. On n'exclut rien. Peut-être qu'il fait plaisir aussi aux pro-russes. Voilà. Oui. Puisque vous dites que vous le suivez depuis très longtemps, qui était-il en France? De quel background il vient? Est-ce qu'il était affilié à un parti politique, à un groupe? Ouais. Alors moi je le suis depuis longtemps, ça m'a permis de voir un petit peu quel a été son parcours. Il a été réserviste dans l'armée française au début des années 2010. On lui connaît l'appartenance politique. C'est clairement classé à l'extrême droite. Après, juste sur réserviste, c'est important, il était chez les Spahis. Ouais, premier régiment de Spahis. C'était quoi? Unité d'infanterie dans mes souvenirs. Et il y a une photo de lui le 14 juillet. Ouais. Sur les Champs-Élysées. C'est pas forcément le 14 juillet. Ah, ça pourrait être aussi pour célébration pour le soldat inconnu. Il pourrait y avoir d'autres explications. Alors là, il est coupé, il est sur la droite de l'image qu'on vient de voir. On peut la revoir peut-être cette image. La revoir. Elle est importante cette image. Voilà, c'est lui là, tout à droite. Elle est importante cette image. Elle est importante. Elle montre le trajet de quelqu'un. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, c'est de savoir comment on en vient de l'armée française à partir au Donbass et à partir après chez Wagner. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la trajectoire de cet homme-là pendant 10 ans. Ce qui me marque beaucoup, c'est effectivement son implication militante en France, parce qu'il il a eu un vrai parcours militant pour la Novorossiya, donc la Nouvelle Russie, le projet expansionniste de Vladimir Poutine, avec des militants d'extrême droite qui sont clairement identifiés pour être des vrais propagandistes russes dans ce pays. Et qui sévissent encore d'ailleurs. Donc 2014, Donetsk, il revient au moment des Gilets jaunes. On a une photo de lui en gilet jaune, tout à fait, devant l'Arc de Triomphe. Absolument. On voit là. Ah, c'est le même. C'est le même homme. Donc il a fait un aller-retour. Les services de sécurité l'ont pas intercepté, français? Non, alors moi c'est ça qui m'interpelle aussi beaucoup, c'est qu'à cette époque-là, Sergueï Munier était fiché S, et il y a quelque chose de très intéressant, c'est que je sais qu'il avait été signalé avant le début du conflit en Ukraine au service de renseignement français, notamment un service de renseignement militaire français, où quelqu'un leur a dit écoutez, je pense qu'avec la montée des tensions, il serait intéressant de garder un œil dessus, ou en tout cas potentiellement de l'arrêter et de le mettre au frais le temps que ça se tasse, parce qu'il va y retourner. Tant qu'il n'y va pas. Ouais, est-ce qu'on peut l'arrêter? Oui, c'est vrai, est-ce que légalement on peut? C'est une vraie question. Oui, je pense que c'est une question. Et là, on peut l'arrêter à son retour? Vous pensez qu'il pourra rentrer en France? Si oui, dans quelles conditions? Sur le papier, moi je déconseille une rentrée en France immédiate quand même. Je pense qu'il va y avoir des gens qui auront envie de lui poser des questions dans l'appareil d'État français. Après, maintenant, est-ce qu'on va être capable de repérer un retour en France? Moi, je connais des gens, des Français typiquement, qui sont actuellement à Bakhmout, en train de se battre avec l'armée ukrainienne. Et ça fait un an, un peu plus, ça fait un an qu'ils sont en Ukraine, concrètement, ça fait 11 mois qu'ils sont en Ukraine. Je sais qu'ils sont revenus plusieurs fois pendant la période des fêtes. Ils ne sont pas dans le même camp? Ils sont pas dans le même camp, mais enfin quand même, il y aurait des questions intéressantes à leur poser. Bien sûr, on en a fait plusieurs sujets, mais il y a une tolérance. Même s'ils sont considérés en termes de droit international comme des mercenaires, il y a quand même le droit est le même en fait. Le droit est le même, mais on n'a pas les mêmes lunettes par rapport à eux. Alors moi, en l'occurrence, les miens ne sont pas du tout mercenaires, ils sont vraiment affiliés à l'armée ukrainienne. Oui, dans la Légion internationale de Zelensky. Exactement. Là, fondamentalement, il n'empêche que les services de renseignement seraient forcément très intéressés d'avoir un débrief de ces gens-là. Or, on sait que j'en connais au moins 4 pour le coup. Aucun d'entre eux n'a fait l'objet, ne serait-ce que d'un contrôle à la frontière pour leur dire écoutez, on a peut-être quelques questions à vous poser. Alors pour contrebalancer, nous avions interviewé un qui, avant même de partir, avait lui été interrogé par les services de sécurité. Ah, mais c'est pas une science exacte.